Demain, mardi 2 juillet, le président de la République, Alassane Ouattara, entame sa visite d'État dans le Nord. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui à Korogo pour préparer le conseil des ministres qui se tiendra sur place demain. Les résultats d'IBPC sont connus depuis cet après-midi. 40,17%, c'est le taux de réussite national. Et c'est elle qui fournit depuis des années de l'électricité à la Côte d'Ivoire. La centrale thermique britannique Agrego vient d'accroître ses capacités de production pour combler le besoin des populations en électricité. Et nous irons au Mali où la MISMA, Mission internationale de soutien au Mali, a passé le relais aujourd'hui à la MINUSMA, Mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. On commence avec les audiences du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre britannique des Affaires africaines, puis avec le Premier ministre malien. Au cœur des discussions entre le Premier ministre malien et le chef de l'État, l'élection présidentielle du 28 juillet au Mali. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Plusieurs audiences au palais présidentiel ce lundi 1er juillet 2013. C'est le Premier ministre malien, porteur de message au président Alassane Ouattara, qui le premier a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Au centre des entretiens, il a été notamment question de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet 2013 au Mali. J'étais venu porter un message du président Dioncounda Traoré au président Alassane Ouattara, qui est, comme vous le savez, président en exercice de la CEDEAO. Le président Dioncounda Traoré a demandé de venir faire le point sur la situation intérieure au Mali et surtout sur l'état d'avancement de l'accomplissement des missions dévolues aux autorités de la transition, à savoir la restauration de l'intégrité territoriale du Mali et l'organisation des élections. Et nous avons parlé précisément de l'élection présidentielle qui aura lieu, dont le premier tour est prévu pour le 28 juillet prochain. Le président en exercice de la CEDEAO nous a donné des conseils pour la bonne tenue de cette élection. À la suite du Premier ministre malien, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, le diplomate japonais est venu exprimer la gratitude des autorités japonaises au président Alassane Ouattara suite à sa visite et sa participation au 5e TICAD au Japon. Je suis venu ici d'abord pour remercier à M. le Président sa visite au Japon qui a été effectuée au début de ce mois de juin pour participer à une conférence de TICAD, conférence de Tokyo pour le développement africain. Et je remercie également à M. le Président de son intervention très effective pour le succès de cette conférence qui est très important pour l'avenir de la coopération économique entre le Japon et l'Afrique dans son ensemble, surtout entre le Japon et la Côte d'Ivoire. La troisième et dernière personnalité reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, se nomme Mark Simons. Monsieur Mark Simons, ministre britannique des Affaires africaines, lui et le chef de l'État ont non seulement parlé de paix dans la sous-région, mais aussi de relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Nous avons discuté comment la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne peuvent se rapprocher encore plus, travailler ensemble, comment nous pouvons renforcer nos liens économiques pour le bien-être, pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire et de la Grande-Bretagne. Et nous avons parlé du rôle positif et significatif que le président a joué au Mali et faire une contribution régionale pour la cause de la paix.
C'est demain, mardi 2 juillet, que le président de la République, Alassane Ouattara, entame sa visite d'État dans le district des Savanes. Au programme de cette visite, un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Et en prélude à cette réunion qui aura lieu demain, il s'est tenu aujourd'hui un conseil de gouvernement à Korogo. On fait le point avec Viviane Aimé. Le conseil de gouvernement, ce lundi après-midi à la préfecture de Korogo, a ouvert ainsi le bal des nombreuses activités qui vont marquer à partir de mardi la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, notamment la tenue dès son arrivée mardi à Korogo du conseil des ministres sous sa présidence. Réunion préparatoire, le conseil de gouvernement sous la supervision du premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est tenu ce lundi à 17h dans la salle du conseil aménagée dans les locaux de la préfecture. Elle a enregistré la présence de plusieurs ministres pour passer en revue les nombreux sujets relatifs au développement de cette grande partie nord de la Côte d'Ivoire avant de les soumettre mardi à la décision du président de la République et l'ensemble du Conseil des ministres. En ce qui concerne la question des femmes et des enfants, sur les femmes, il y a la question des violences faites aux femmes qui de façon récurrente nous préoccupent, notamment en ce qui concerne les mutilations génitales féminines qui sont malheureusement une réalité ici. Et en ce qui concerne l'enfant également, nous avons des préoccupations concernant certains phénomènes qui, d'après nos services ici, reviennent de façon récurrente et qui relèvent de pratiques néfastes, notamment le sort réservé aux enfants dits sorciers, donc des enfants qui souffrent d'autisme profond et qui, bien au contraire, ont besoin d'encadrement, ont besoin d'un suivi psycho-éducatif. Nous avons également le cas des enfants talibés qui en général viennent des pays étrangers et qui sont utilisés donc, pour la mendicité. La région est restée l'un des parents pauvres depuis l'indépendance. S'agissant des infrastructures sportives, il est question également d'amener les autorités à prendre conscience de la nécessité d'orienter les jeunes vers les programmes et autres projets qui ont été élaborés et conçus à leur endroit. S'agissant ici du Fonds national de la jeunesse, il est important que la région bénéficie d'infrastructures nouvelles pour que quand on parle de championnat national dans les différentes disciplines de Côte d'Ivoire, on sent que le championnat national, c'est l'ensemble du territoire national et non Abidjan. Une préoccupation qui va certainement être évoquée en conseil de gouvernement et en conseil des ministres, les nombreux accidents de moto dans la région, ce qui amène la ministre de la Santé à lancer cet appel à la prudence. Avant même l'arrivée du président de la République, depuis hier, nous avons déjà enregistré des accidents de moto. Et nous voudrions peut-être lancer un message à la population afin qu'elle soit très prudente et que cette fête, n'est-ce pas, cette communion avec la population ne devienne pas des moments tristes à passer. Alors vraiment, attention aux motos, faites attention, portez des casques et la fête sera belle. Dans quelques heures, donc, le président de la République sera dans le district des Savanes. Les villes qui vont l'accueillir ont fait leurs toilettes. Les populations, elles sont mobilisées. Elles s'impatientent de recevoir le chef de l'État. Avec Alvorassa, faisons le point des préparatifs de la mobilisation et des travaux. Électrification, bitumage, au reprofilage des routes et rues, adduction en eau potable des localités du district des Savanes sont les travaux effectués et accélérés depuis l'annonce de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans les régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro. À quelques heures de son arrivée, le coordonnateur de ces travaux, le ministre Kafana Koné, nous dit que tout est fin prêt. À ce jour, tous ces travaux sont pratiquement terminés. On peut donc dire qu'à ce niveau, la visite peut être faite sans aucun problème. À côté des infrastructures, il y a la mobilisation. Le ministre Kafana Koné soutient qu'elle sera au rendez-vous. La mobilisation sera en fonction de la population de chaque ville. Dans chaque localité où passera le chef de l'État, selon lui, les populations ont promis rivaliser d'ardeur pour lui réserver un accueil plus que chaleureux. Et ce mardi, c'est Korogo qui ouvre le bal.
Et le ministre des Transports informe les transporteurs, les conducteurs professionnels et l'ensemble des usagers de la route qu'en raison de l'importance du trafic induit par la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, la circulation des véhicules hors gabarit, des véhicules poids lourds affectés au transport des marchandises, à l'exception des camions-citernes transportant des hydrocarbures, est interdite sur toute l'étendue de la zone les jours et heures ci-après, à partir donc de ce lundi 1er juillet au lundi 8 juillet 2013, de 21h à 6h du matin. Des populations mobilisées, des travaux achevés, mais il y a également un autre aspect qui n'a pas été oublié, la prière. Musulmans et chrétiens ont prié donc ensemble à Korogo pour la réussite de la visite d'État du président de la République. Alvaro Assaï était pour vous. Le président de la République Alassane Ouattara est dans le district des Savanes, au nord de la Côte d'Ivoire, du 2 au 8 juillet. Les hommes de Dieu, chrétiens et musulmans, ont décidé de confier cette visite d'État à Dieu. Nous avons décidé de nous retrouver au niveau des imams pour faire des prières, pour qu'ils facilitent cette visite du chef de l'État. La réconciliation, alors que la venue du président soit l'occasion pour ceux qui étaient divisés de se retrouver, pour ceux qui avaient des rancunes de les effacer, pour ceux qui avaient un ressentiment quelque part de l'oublier pour bâtir le pays dans la paix. Avant et pendant cette visite, musulmans et chrétiens prient nuit et jour pour la réussite de l'événement et aussi et surtout pour le développement de leur région au-delà de toute la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ce drame survenu ce matin à Fek-Sédougou, un cortège dans lequel se trouvait le directeur général de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration en Côte d'Ivoire, le conseil du président de la République Touré Mamadou, ainsi que le directeur général de l'AGEP. Ce cortège a été attaqué. Bilan, un gendarme tué et des blessés. Le cortège, sachez-le, se rendait à Kong pour une opération de désarmement. Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de l'attaque. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, informée, a condamné cette attaque. Et toujours dans le district des Savanes, faisons un tour à l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo. Cette université a été visitée aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sisepa Congo est allé constater le niveau de réhabilitation de l'université. Thomas Gessambi. C'est toute une institution et ses principaux animateurs qui ont accueilli ce lundi 1er juillet le premier responsable de la tutelle, le ministre Cissé Ibrahima Bakongo, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo. C'est essentiellement pour se rendre compte du niveau de réalisation des travaux de restauration, mais aussi s'imprégner des conditions de vie et de travail de cette communauté universitaire. Je note avec beaucoup de satisfaction la qualité du travail qui a été fait, le niveau d'avancement des travaux. Il reste encore le transport des étudiants parce que malheureusement, ils ne peuvent pas tous être logés. La question de l'ambulance qui a été soulevée avec de façon plus générale la question de la santé, ces hypothèques vont être levées assez rapidement pour que l'université trouve son plein régime de fonctionnement à la prochaine rentrée. Après des échanges francs et directs, délégués d'étudiants et autorités universitaires se disent heureux et confiants pour l'avenir. Le ministre a indiqué qu'il prenait bonne note des doléances qui avaient été faites et qu'il prenait l'engagement d'accompagner et de continuer dans le travail qu'il a déjà entrepris pour que cette jeune institution, l'université Peleforo-Gon Coulibaly, ait des conditions de travail améliorées. Hier, unité régionale d'enseignement supérieur et aujourd'hui, université de plein exercice, l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo accueille en ce moment environ 2000 étudiants pour 4 unités de formation et de recherche, avec en toile de fond les sciences agronomiques, un domaine propre à la région nord de la Côte d'Ivoire. Le secteur de l'éducation nationale dans la région des Savanes peut se réjouir de la visite d'État du président de la République. 3 directions régionales ont bénéficié d'un don de plus d'1 milliard de francs CFA. On en parle avec Michel Digré.
La visite du chef de l'État dans la région des Savanes fait déjà des heureux. Des véhicules, du matériel informatique et des équipements mobiliers d'un coût global estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Les bénéficiaires sont les directions régionales de l'éducation nationale de Boundiali, Ferkessédougou et Korogo. Cette importante opération vise à renforcer les capacités techniques de ces structures déconcentrées pour les rendre plus efficaces face aux défis majeurs que sont l'amélioration du cadre physique de l'école, l'équipement des salles de laboratoire, la dotation des conseils d'enseignement en matériel pédagogique et didactique, la mise à disposition de matériel de bureau et de matériel roulant à l'administration scolaire. Cette opération matérialise la volonté du chef de l'État de rendre le système éducatif ivoirien beaucoup plus compétitif sur toute l'étendue du territoire. Une ambition mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale qui porte déjà ses fruits. En témoignent les derniers résultats des examens à grand tirage dans cette localité. Au CEPE par exemple, nous sommes passés pratiquement de 34 à 44%. Au BEPC, les résultats provisoires que nous avons en notre possession nous amènent à dire que nous avons près de 47% d'admis au BEPC. À ce jour, ce sont plus de 4 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le secteur de l'éducation nationale dans la région des Savanes dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Voilà, et vous l'avez déjà entendu, mais au plan national, sachez que le taux de réussite pour les résultats du BEPC, le taux de réussite est de 40,17%. Selon la direction des examens et concours, même si ces résultats ne sont pas excellents, ils sont nettement meilleurs à ceux de l'année dernière où le taux de réussite était seulement de 17,14%. Le reportage de Christelle Menin est commenté par Victorine Yaoyoboui. Le BEPC n'a pas connu de meilleurs résultats depuis 2008. 40,17% de taux de réussite contre 17,14% en 2012, soit une progression de 23 points. Proclamés dès 14 heures dans la plupart des centres d'examen, les résultats ont fait des cris de joie, euphorie chez les admis, mais aussi des larmes et de la tristesse sur certains visages. Il n'y a pas plus grand bonheur actuellement parce que c'est un challenge que je viens de relever. Parce qu'être non-voyant d'abord, c'est pas facile. Et puis avoir le BPC parmi ceux qui voient, franchement, c'est incroyable. Pour avoir ce diplôme, j'ai trop souffert, madame. Elle aura comme cadeau tout ce qu'elle veut, peut-être un voyage même à Paris. Il faut acquérir des diplômes pour pouvoir intégrer la fonction publique. Raison pour laquelle passer le BPC, vous faites une place au soleil. Mais si l'échec d'aujourd'hui prépare la victoire de demain. Au cours du point presse de la direction des examens et concours d'ECO, les responsables ont donné les raisons de cette progression. Les résultats de cette année ont connu un net progrès parce que les conditions qui régissent l'organisation des examens propres ont été respectées, les programmes ont été achevés, les candidats mieux encadrés, les acteurs et les parents d'élèves mieux impliqués. Nous espérons faire encore mieux dans les années à venir. C'est le département de Bouna qui a enregistré le plus fort taux de réussite avec 50,39% contre 25,24% pour le département de Boundiali qui comptabilise le plus faible taux. À Abidjan, le taux de réussite au BEPC est de 42,6%. Voilà, et le prochain résultat qu'on attend est celui du baccalauréat session 2013, qui aura lieu donc d'ici la fin du mois de juillet. La centrale thermique britannique Agreco, qui fournit depuis plusieurs années de l'électricité à la Côte d'Ivoire, vient de renforcer ses capacités de production. Son ambition est claire, faire face à la demande croissante sur le marché. La capacité contractuelle de la société passe désormais de 70 à 110 MW et la cérémonie de lancement de cette nouvelle mesure a eu lieu aujourd'hui même en présence du Premier ministre, témoin de la rencontre Alexis Ouedraogo. Soirée du mercredi 15 mai 2013, capitale économique ivoirienne Abidjan. Une coupure générale d'électricité plonge les populations dans l'angoisse. À la base de cet incident, un défaut sur l'un des postes de transit électrique. Pour circonscrire le mal, tous les groupes de production d'électricité sont déclenchés, parmi eux la centrale thermique d'Agreco.
Au lendemain de l'incident, le gouvernement entreprend plusieurs actions pour que plus jamais les populations ne vivent pareille situation. Une convention d'exploitation de la centrale thermique d'Agreco voit le jour. Objectif, renforcer la capacité de production et de fourniture d'électricité aux populations. Les nouvelles dispositions prévoient dès le mois de juillet le maintien de la location des 70 MW existants et l'installation de 30 MW supplémentaires. La capacité contractuelle d'Agreco passe à 100 MW. Aujourd'hui, nous inaugurons une centrale de 100 MW qui est raccordée au réseau ivoirien via une nouvelle sous-station de 225 kV. Cette centrale de 100 MW constitue une étape importante dans la satisfaction d'une demande en électricité croissante, facteur de développement. Une réalisation saluée ce lundi par le chef du gouvernement ivoirien. Le supplément de puissance installée, portant de 100 à 200 MW, vient donc s'ajouter à plusieurs autres projets dans le domaine de la production d'énergie électrique. Aucune localité ivoirienne de plus de 500 habitants ne devra rester sans accès à l'électricité dans le cadre d'un programme ambitieux d'électrification rurale. L'électricité produite par Agreco sera facturée à 18,5 francs CFA par kilowatt à l'État, contre 20 francs CFA par kilowatt précédemment, un bénéfice de 2,5 milliards de francs CFA pour l'État de Côte d'Ivoire. Des élus locaux, membres du Conseil des collectivités territoriales de l'Union européenne, viennent d'effectuer un voyage d'études en Suisse et en France. Ces élus locaux sont allés s'inspirer de l'expérience de ces deux pays en matière de coopération transfrontalière. Le reportage de Mamadou Kouassi. Les élus locaux ouest-africains à l'école du développement suisse et français, les maires et présidents du conseil régional de l'espace UEMOA veulent s'inspirer de l'expérience des villes de l'ouest de la Suisse et de l'est de la France en matière de coopération transfrontalière. Pour cette première étape, c'est la ville de Chaux-de-Fonds, cité suisse, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et capitale de l'orgellerie mondiale, qui accueille le maire François Amicha et sa délégation. François Albert Amicha, président du conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, soutient qu'ils veulent toucher du doigt les stratégies mises en place pour l'industrialisation des nécessités européennes. Les chefs d'État, en créant l'union monétaire, ont voulu une intégration. Mais nous, acteurs locaux, nous, gestionnaires de cités, de départements, de régions, souhaitons l'intégration par la base, par les peuples. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour voir comment cela fonctionne entre la Suisse et la France, entre la Suisse et l'Italie, entre la Suisse et l'Allemagne. Et demain, nous verrons ce que cela fera entre le Sénégal et la Mauritanie, entre le Sénégal et le Niger, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre le Burkina et le Mali. Voilà ce que nous sommes venus apprendre. Mais ne tendons pas que la main, nous apportons aussi. Et nous voudrions que dans les années qui suivent, une coopération, un partenariat franc, loyal, équitable, se lie entre vos territoires et nos territoires. Pour cette première étape, les participants venus du Sénégal, du Mali, du Niger, du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont eu droit à des présentations portant sur la contribution des coopérations territoriales dans le développement de la Suisse, des projets qui pourront participer à l'amélioration du bien-être du peuple africain. Et c'était le compte rendu de notre envoyé spécial Mamadou Kouassi. Une Côte d'Ivoire sans crise et où le vivre ensemble est une réalité. C'est possible. Et c'est la conviction de Côte d'Ivoire Trait d'Union. L'association culturelle entend, pour atteindre son objectif, faire connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire à chaque habitant de ce pays. Le reportage de Léon Pro. Conférences sur des thèmes touchant à la Constitution, recherche pour publication et exposition sur le peuplement et autres fondements de la Côte d'Ivoire. Ces activités auront possible la population ivoirienne dans toutes ses composantes, autochtones, allogènes et allochtones, élèves et étudiants, travailleurs et non-travailleurs. Il s'agit de faire connaître et comprendre à ses habitants l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce sont quelques actions au programme de Côte d'Ivoire Trait d'Union, une association culturelle internationale volontaire pour aider à éviter les crises par le renforcement de la cohésion sociale entre les peuples. Si vous savez les origines de ces crises, vous faites tout pour les éviter. Mais si vous ne le savez pas, vous les vivez. Pour se perfectionner, il faut savoir éviter les écueils que nous avons vécus. Témoin de la présentation de Côte d'Ivoire Trait d'Union, la grande chancelière. Si on a des documents nouveaux, et surtout sur l'histoire récente, j'ai quelques documents qui ne sont pas encore publiés sur
les témoignages. Maintenant, nous avons des archives en France. Et ces archives, si l'association peut nous les rattraper, les ramener sur place, nous serons vraiment heureux. Outre la grande chancelière, les acteurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante soutiennent Côte d'Ivoire Trait d'Union. Parmi eux, Émile Zinsou, ancien président du Bénin. Il explique à travers une motion lue par Frédéric Gramel, l'entremêlement et donc l'indispensable acceptation mutuelle entre peuples de Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, la MISMA, Mission internationale de soutien au Mali, a passé le relais aujourd'hui à la MINUSMA, Mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Et sachez que les casques bleus auront donc la lourde tâche d'assurer non seulement la sécurisation du pays dans le nord, mais aussi la stabilisation du pays. Les casques bleus vont assurer donc la sécurité lors de l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 28 juillet. Ils vissent leur béret sur la tête. À partir de ce moment, les 6300 soldats ouest-africains et tchadiens quittent la MISMA, Mission internationale de soutien au Mali. Ces hommes, arrivés pour la plupart en janvier, passent désormais sous le commandement du général rwandais Jean Bosco Kazura, le patron de la MINUSMA. Depuis ce lundi, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali est officiellement opérationnelle. Son mandat se veut multidimensionnel. Ça veut dire un mandat qui s'occupe avec les sources de conflit à Mali. Ça veut dire la nécessité de médiation, de dialogue politique, de développement, de protection des droits de l'homme et de la femme, mais aussi, je crois que c'est important, d'aider, d'accompagner les Maliens pour être sûr qu'il y a de nouveau de l'eau. Des troupes dites internationales vont progressivement intégrer la MINUSMA qui doit compter d'ici fin décembre 12 600 militaires et policiers. Les soldats africains de cette mission ont 4 mois pour se mettre aux normes de l'ONU en matière de maintien de la paix. Notre mandat est premièrement la stabilisation dans les grandes agglomérations du Nord, la protection des civils. Le mandat de la MINUSMA ne comprend pas de tâches d'imposition de la paix. La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali pourra compter sur les 3200 soldats français présents dans le pays pour mener des actions offensives, par exemple en cas de nouvelles attaques des groupes djihadistes armés. Le président égyptien Mohamed Morsi a jusqu'à demain pour quitter le pouvoir. C'est ce qu'exige désormais l'opposition au lendemain de manifestations monstres qui ont mobilisé des millions de personnes. Et les prochaines heures s'annoncent critiques en Égypte puisque c'est maintenant l'armée qui somme à son tour les autorités politiques de satisfaire les demandes du peuple. Les manifestants sont restés sur la place Tahrir jusque tard dans la nuit. Une foule comme le Caire n'en a jamais vu. On parle de 17 millions de personnes venues réclamer la démission du président Morsi. Les slogans sont les mêmes qu'en 2011, lorsque la révolte avait fait tomber Moubarak. La foule brandit des cartons rouges qui disent « dégage » au président en place. Morsi, il nous a épuisés. Il ne peut pas gouverner le pays et en faire ce qu'il veut. Il a fatigué tout le peuple. Il doit partir. Ce matin encore, il y a du monde sur la place Tahrir. Les manifestants restent mobilisés et veulent maintenir la pression sur le gouvernement. Morsi, tu vois bien que le pays tout entier est dehors. Il faut que tu vois et que tu comprennes. Tu dois comprendre que le peuple n'a pas besoin de toi. Le mouvement Tamarod, à l'origine de la contestation, a posé un ultimatum au président Morsi. Il a jusqu'à demain 17h pour quitter le pouvoir. S'il refuse, ce sera la désobéissance civile. 4 ministres ont déjà démissionné, signe que l'étau se resserre autour du président égyptien. Pour montrer leur détermination, les manifestants ont incendié puis pillé le siège du mouvement des frères musulmans au Caire. Depuis hier, 16 personnes ont été tuées dans tout le pays. L'armée a fait une déclaration à la télévision donnant raison au peuple et donnant 48 heures aux forces politiques pour résoudre la crise. Et on retient que c'est demain, mardi 2 juillet, que le président de la République, Alassane Ouattara, va entamer sa visite d'État dans le district des Savanes. Une visite qui va durer une semaine et le président de la République aura l'occasion de toucher les réalités des populations du Nord. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention.